Alors, on a ici la question de Madame Douté du bureau d'études Pollen. La ventilation hygrobée simple flux, communément installée pour des raisons de performance énergétique, est-elle un contresens sanitaire? Faut-il revenir à l'hygro A, voire à l'autoréglable, à défaut de pouvoir généraliser la VMC double flux? Alors, la question n'est pas simple. Alors, effectivement, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que l'hygro B, pour moi, si elle est bien installée, est un non-sens. Et j'ai peur qu'on aille vers une catastrophe sanitaire de ce point de vue-là. Donc moi, je militerai plutôt pour qu'on arrête ce type de ventilation. Après, faut-il, à défaut de généraliser la double flux, revenir à l'hygro 1 ou l'autoréglable? Eh bien, s'il faut faire un choix entre performance énergétique et santé des occupants, j'ai envie de dire oui, mais est-ce qu'on nous laissera le faire pour des raisons de calcul thermique? J'ai peur que non. Voilà. C'est pour ça que dans ma démonstration, j'essayais de vous faire comprendre que j'ai bien l'impression que le double flux va s'imposer de toute façon. Voilà. Mais si on doit choisir, il vaut mieux revenir à l'autoréglable que de continuer avec l'hygro B. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que dans le même ordre d'idées, on en a plusieurs dans cet esprit. Une question de Madame Guldener de la Fédération française du bâtiment. Est-ce qu'une évolution de la réglementation des débits de ventilation est nécessaire? On est en plein dans le même sujet. Hein. Pas forcément, parce que si on a les bons débits, on a quand même des études récentes qui montrent qu'avec des bons débits, on a une qualité d'air qui est tout à fait acceptable. Donc je ne pense pas qu'il faille revenir à des débits plus importants. Malgré tout, dans certains cas peut-être, hein, mais dans des cas un peu spécifiques. C'est vrai que c'est cette problématique. La double flux nous permet de traiter correctement, mais peut-on mettre la double flux partout? Vaste question. Et une autre question de M. Philippe Desrobert de la CCI Bretagne est concernant la VMI. On n'en a pas parlé de la VMI, la ventilation mécanique en insufflation, notamment en rénovation. C'est un système qui est assez peu répandu, ça marche. Ça marche. Très souvent, il faut quand même faire rentrer de l'air frais. Donc, c'est de l'air qu'il faut également réchauffer. Je fais aussi une remarque qui est que aujourd'hui, j'ai parlé surtout du bâtiment neuf et des réglementations qui sont autour de ce bâtiment neuf. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation contraignante dans l'existant. Même si le gisement d'économie d'énergie, c'est là qu'il est le plus important, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réglementation thermique dans l'existant. Donc, on fait un peu ce qu'on veut. Mais la VMI, ça marche, ouais. Oui, et puis la VMI est aussi une des réponses pour la problématique du radon dans l'habitat existant, enfin dans le bâtiment existant. Oui, parce qu'elle met le bâtiment en légère surpression. Voilà. Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste de la VMI. Une question un peu plus spécifique de M. Dolo, de l'entreprise générale BTBC LG. Quel est le débit réglementaire en mètres cubes par heure par bouche d'extraction en simple flux et double flux? Bon. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est pas par bouche, en fait. C'est pas par bouche, c'est suivant le type de bâtiment, suivant l'usage de ce bâtiment. Donc, on raisonne plus en mètres cubes par heure par occupant. Et là aussi, ça dépend si on se base sur le règlement sanitaire départemental ou sur une réglementation thermique. Voilà. Bon, on parle souvent de 15, 18 ou 27 mètres cubes par heure par occupant. Voilà, faut retenir ça. Mais je ne peux pas, dans une conférence comme ça, rentrer plus dans le détail. Oui, la réglementation est complexe là-dessus. Et de M. Stéphane Aigu du bureau d'études de Armor Ingénierie, pour assurer la qualité de l'air dans un bâtiment, il faut le ventiler. Et pourquoi la maison passive délivrant le label Passive House impose de réduire les débits d'air à des valeurs inférieures à la réglementation pour rechercher une performance sur un cas d'une maison de l'enfance? Alors, tu sais répondre à ça? Le label Passive, alors je ne suis pas un grand fan des labels. Il nous arrive qu'on nous demande de travailler sur des bâtiments en allant vers le passif, mais le label Passive House, pour des maisons, ça m'est arrivé, mais pour du tertiaire, ça ne m'est pas arrivé. Effectivement, ça paraît un peu aberrant.
surtout dans une maison de l'enfance où on accueille des jeunes enfants. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, on aurait dû avoir une mesure obligatoire dans les bâtiments accueillant des jeunes enfants à partir du 1er janvier 2015. Puis, on est revenu sur cette réglementation. Hein. Je trouve ça un petit peu aberrant de réduire les débits dans ce type de bâtiment. Alors après, est-ce qu'on le réduit de manière considérable ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'on impose d'avoir une sonde CO2 ou une temporisation, avec une temporisation. Cela, c'est pas forcément idiot. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment, on réduit le débit en s'assurant qu'on a évacué tous les polluants au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Mais je ne sais pas répondre plus à cette question. Non, j'avoue que c'est pas très simple. Un autre point très intéressant qui est un obstacle à la double flux. Je suis désolé, je n'arrive pas bien à lire votre nom, mais vous travaillez comme architecte à l'agence Arca. Question de l'acoustique en double flux. Le bruit du transfert du son du moteur, qui sont de plus en plus gros, les gaines, ou les solutions de blocs autonomes, l'essoufflage en rénovation. En fait, est-ce qu'on ne risque pas d'apporter une gêne réelle dans le bâtiment du fait de cette insufflation d'air, d'autant plus sur des bâtiments de sommeil ou des maisons? Alors effectivement, quand on fait des bâtiments de plus en plus étanches à l'air, on se protège du bruit extérieur. Donc en fait, on a créé de nouvelles nuisances qui sont les nuisances sonores intérieures. Alors, les moteurs, effectivement, il y en a des sonores. Il y a eu des progrès de fait là-dessus. Mais il y a aussi, par exemple, dans des bâtiments de bureaux, quand c'est une maison médicale, par exemple, ou un cabinet d'avocats, la question de la confidentialité entre deux bureaux contigus. Donc, pour ça, il y a des gaines isolées et il y a des pièges à son. Donc, tout à l'heure, Jean-Yves Le va nous parler de conception, mais ça, c'est quelque chose à prendre en compte dès la conception d'une ventilation double flux et c'est absolument indispensable. Oui, maintenant, une question qui va plutôt concerner Madame Frein, je pense, de Monsieur Éric Zilliot. Maison, consommation et environnement. Pourquoi ne pas inclure les ondes électromagnétiques dans la pollution de l'air intérieur? On ne les respire pas, mais on y est confronté en permanence. Pourquoi pas des pièces isolées des ondes, comme les chambres? Alors, peut-être parce qu'on ne sait pas faire. Où on a un petit peu de mal. On pourrait déjà, là encore, avoir des matériaux moins émissifs, parce qu'on s'inquiète beaucoup des antennes, relais principalement, mais à savoir que dans les espaces clos, c'est souvent ce qu'on rentre, les téléphones portables, la Wi-Fi, etc., qui sont les premiers pollueurs sur les champs électromagnétiques. Donc il faudrait déjà, plutôt que de chercher à s'isoler des ondes extérieures, éviter d'en produire plus sur l'intérieur. Et en termes de matériaux, alors c'est pas ma spécialité, mais je ne sais pas si on sait tellement faire en fait. Peut-être une réponse, Erwan? Ou Monsieur Bonin? Non? Pour les radiofréquences, il y a des tissus. Il y a des tissus qui sont vendus pour certaines personnes qui sont sensibles et qui peuvent faire des bonnets, ou pour mettre sur le tour de... Mais ça, c'est surtout pour se protéger de l'extérieur, comme vous le dites, pas automatiquement des ondes qui sont produites à l'intérieur. Mais ces personnes-là, souvent, n'ont pas de téléphone portable, n'ont pas de source de Wi-Fi. Oui, il y a des tissus. Ces mêmes personnes hypersensibles peuvent être tellement sensibles qu'elles sont même sensibles au fonctionnement de leur PC, même un PC fixe en fait, même s'il n'y a pas de connexion. Donc pour elles, c'est à part le Larzac. Dans l'Ardèche, il y a des zones blanches qui sont proposées. Il y a une autre question de Madame Douté du bureau d'études Pollen. A-t-on des retours sur la toxicité des nanoparticules dont certaines sont utilisées dans des panneaux de doublage intérieur? Alors, les nanoparticules, c'est un sujet, c'est sûr, très important. Dans les panneaux de doublage intérieur, peut-être que la personne après pourra préciser, parce que je ne sais pas de quel panneau il s'agit. Dans des peintures, c'est possible. On a plusieurs produits qui sont proposés, surtout ceux qui veulent purifier l'air.
Mais certains panneaux de doublage ne contiennent pas des nanoparticules, même s'ils prétendent purifier l'air. Bon, donc ça c'est une chose, après on peut affiner. La problématique des nanoparticules est réelle. Elle est réelle, mais nous avons besoin de beaucoup d'études, parce que leur taille, effectivement, nous interroge, parce que comme c'est petit, inférieur à 0,1 micron, bien sûr que ça peut migrer facilement dans notre sang et atteindre nos tissus. Après, qu'est-ce que ça y fait? Pour l'instant, on n'a pas assez de retours, mais c'est vrai que face aux nanoparticules, on a quand même, là, on est tout à fait habilité à appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire, on est dans un doute scientifique, il vaut mieux essayer de limiter les expositions. Donc ça veut dire que pour choisir des matériaux, si on vous propose, il faut faire une analyse bénéfice-coût, qu'est-ce que ça va vous rapporter d'avoir des nanoparticules dans certains produits et quel risque d'exposition cela peut faire. Donc je pense que là, à ce moment-là, on décide. A priori, il vaut mieux les éviter. Mais on en a partout, je vous signale. Vous en avez dans les chaussettes anti-odeur, vous en avez dans plein de produits. Dans l'alimentation, vous en avez dans le chocolat pour pas qu'il blanchisse. Enfin, donc, voilà, il n'y a pas que les panneaux de doublage. Mais à la suite, là, on peut échanger sur ces panneaux de doublage. Quels sont ces panneaux? On ne les voit pas, mais il y en a vraiment de plus en plus dans notre environnement. Des nanoparticules, oui, bien sûr. Une autre question pour vous, docteur Déhoux, de monsieur Flachot, monsieur ou madame Flachot de l'agence GF Architecture. Pouvez-vous développer sur les terpènes l'origine et comment les combattre? Le fusil. Les terpènes, il y en a plein la nature. Là aussi, ça nous permet de faire un petit couplet. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est automatiquement bon pour la santé, favorable pour la santé. Quand vous allez dans la forêt des Landes, que l'on trouve très agréable, vous respirez des terpènes. Bon, en principe, c'est intéressant. La seule chose, c'est que c'est le problème de concentration. Actuellement, on en a partout. On nous en met partout. Et donc, la question des sources. Alors, les terpènes, vous en avez bien sûr dans le bois. Alors, ça, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais alors vous êtes contre le bois. Non, je ne suis pas contre le bois. Mais je pense qu'il faut faire attention à la quantité de surface de bois au contact de l'air intérieur, étant donné qu'on ne renouvelle pas l'air. Si vous me dites, oui, mais dans les anciens chalets, effectivement, il y avait des terpènes. Bien sûr qu'il y avait des terpènes. Mais aussi, il y avait une circulation d'air qui faisait que les concentrations intérieures n'étaient pas les mêmes. Donc, il faut bien raisonner en concentration. Alors, je ne veux pas stigmatiser du tout la construction bois. Simplement, après, une source importante, et la quotidienne, c'est les produits d'entretien. Et là, on a une guerre à faire, et surtout un audit important. On accompagne comme ça les collectivités, les bailleurs sociaux pour l'entretien des bâtiments sur le choix des produits. Parce que les terpènes, bien sûr, le limonène est classé substance énergisante, c'est sur l'étiquette, mais vous pouvez très bien l'avoir. Et comme maintenant nous sommes victimes du marketing olfactif, les gens achètent de l'odeur, pensant, et on arrive à modifier l'inconscient collectif, c'est-à-dire que les gens pensent que si on ne sent pas, c'est que c'est pas nettoyé. Et le problème dans les crèches, c'est que si les parents sentent pas le propre, ce qui n'a pas d'odeur en principe, ils mettent en doute le nettoyage de la structure. C'est très grave. Donc là, il faut qu'on réfléchisse et il faut choisir des produits moins odorants pour les terpènes en attendant, parce que quand même ils sont sensibilisants sur le plan respiratoire, il faut veiller à limiter les concentrations par les produits d'entretien. Et oui, évidemment. Une question, mais je pense qu'on y a déjà répondu, de M. Marc Loury de la structure Néosphère. Compte tenu des chiffres exposés, que font les pouvoirs publics? Y a-t-il une réglementation QAI prévue? Donc je pense qu'effectivement, on est en plein dans la réflexion de savoir si elle doit évoluer et comment. Il y en a une réglementation. Oui. Il y en a une réglementation, puisqu'on vient d'avoir, parce que c'est l'été que sortent les décrets. Le 17 août, vous avez eu le dernier décret sur la surveillance et la qualité de l'air intérieur, qui dit bien qu'au 1er janvier 2018, parce qu'on a retardé l'échéance, les structures recevant alors des enfants de moins de 6 ans, des détenus un peu plus tard, il y a une échéance sur les différents types de bâtiments, devront avoir mis en œuvre
des modalités de surveillance qui sont des autocontrôles. Donc il y a des grilles particulières pour le personnel de gestion, pour l'entretien, pour les occupants. Bon, j'ai assisté avec une collectivité d'agglo à la mise en place de ces grilles. Ben, je vous prie de dire qu'autour de la table, les questions ont fusé. La grille, elle n'est pas facile à remplir. Hein, bon. Et ensuite, si vous ne faites pas ça, vous devrez mesurer. Mais c'est uniquement si vous ne le faites pas. Ou si, en remplissant la grille, vous voyez que votre bâtiment est à moins de 3 km de telle installation, il vous faudra mesurer le benzène, par exemple. Voilà. Donc, il y a une réglementation. Mais bon, c'est sûr que... Bon, moi, je ne suis pas contre qu'on modifie justement et qu'on fasse prendre conscience sur ces autocontrôles. C'est bien. Hein, mais bon, qui va contrôler, qui va savoir que j'ai fait ce travail d'autocontrôle? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui me dit quelle est l'instance qui doit surveiller le remplissage de la grille. Il y avait une remarque de M. Maucher du CEREMA Normandie Centre sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que l'obligation de mesurer a été annulée pour le 1er janvier 2015, mais effectivement, il m'a fait remarquer que ça n'était pas une annulation, un report au 1er janvier 2018. Voilà. C'est un report et uniquement une obligation que si on ne fait pas les autocontrôles. Si vous faites les autocontrôles, vous ne mesurez pas.